Alors, dans ce chapitre qui est intitulé Traitement pipeline des programmes, nous allons voir comment traiter les instructions en même temps les unes avec les autres. Parce que pour l'instant, nous avons parlé seulement du traitement d'une instruction. Et lorsqu'on aura fini avec cette instruction, on passe à l'instruction suivante. Ici, on va voir comment les instructions peuvent être traitées en même temps les unes que les autres. Donc pour cela, d'abord, nous donnons un exemple humain, si vous voulez. Bon, nous avons tous passé par le restaurant universitaire, donc tout le monde connaît comment ça se passe. Dans le restaurant universitaire, il y a une file, et dans cette file, bien sûr, il y a disposé plusieurs plats. Il y a le plat des entrées ou bien salades, il y a le plat des desserts, et il y a le plat de résistance, c'est-à-dire le plat du jour. Et après, il y a une caisse où on donne le ticket du restaurant. D'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle des présentoirs. On a 4 postes et chaque étudiant passe par ces postes-là. Et donc, nous pouvons imaginer que un seul étudiant il passe par les 4 postes et lorsqu'il aura complètement terminé, le deuxième étudiant entre pour se servir. Ce premier mode-là, il prend beaucoup de temps. Le deuxième mode, pour le simultané, on peut imaginer que le premier étudiant passe pour les entrées et après, lorsqu'il aura fini, il va passer au dessert. Donc pendant ce temps-là, le deuxième étudiant peut passer aux entrées. Et donc, on va gagner du temps. C'est ça le traitement pipeline. Donc voilà. Donc bien sûr, l'avantage de ce traitement, c'est que plusieurs personnes se servent en même temps. Donc on gagne du temps. Alors, si nous allons voir maintenant ça sur la machine, notre microprocesseur, nous allons considérer donc un exemple numérique pour comprendre un petit peu. Nous avons bien sûr donc notre microprocesseur représenté ici par l'unité combinatoriale logique, donc il traite les instructions. Cette unité-là prend 300 picosecondes pour traiter une instruction. Et il y a un registre où on va enregistrer notre résultat qui va prendre 20 picosecondes. Donc le temps total, c'est 320 picosecondes. Et le flux, c'est-à-dire combien d'instructions peuvent être traitées par seconde, le flux ici que j'ai nommé ici en anglais TOGAUT, c'est 3,12 giga opérations par seconde. D'accord? Donc le calcul total, ça va faire 300 picosecondes pour l'unité, 20 pour enregistrer. Si on passe au pipeline maintenant, donc bien sûr on va diviser notre unité en plusieurs unités, d'accord? Chacune spécialisée dans un traitement. Donc ici on a pris l'unité A, B, C, qui prennent toutes les 300 picosecondes, et après le traitement de chaque unité, il faut enregistrer le résultat. Donc 20 picosecondes pour chaque registre. Donc vous allez voir bien sûr que le temps total va augmenter, le délai. Donc ça va faire combien? 300 plus 60. Donc 360 picosecondes. Le temps total augmente. Mais ce n'est pas grave parce que le flux il va augmenter aussi. C'est-à-dire on aura plusieurs instructions qui se traitent en même temps. Ici c'est 8,33 giga-opérations par seconde. Donc c'est ça l'intérêt, c'est le flux qui augmente. Ça c'est dans le cas normal, mais on aura des limitations, c'est-à-dire des limitations si les unités ne prennent pas le même temps. C'est l'exemple qu'on va voir tout à l'heure. Alors ici dans le traitement séquentiel, donc une instruction, vous voyez opération 1, opération 2, opération 3. Donc là, le traitement séquentiel, donc le temps total pour les 3 opérations, il est très grand par rapport au temps total pour le pipeline. On gagne du temps. C'est-à-dire ici, 3 unités, l'opération 2 rentre dans le pipeline
lorsque l'opération A aura passé à l'unité B. Ici, lorsque toutes les unités n'ont pas le même temps. Donc ici, on a pris une unité qui a un temps de 150 picots, la première 50 picots et la troisième 100 picots. Les temps d'enregistrement sont les mêmes, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous auriez, donc on aurait pu imaginer qu'on aura toujours un temps égal à quoi? À 360 picosecondes. Ce n'est pas le cas. Le temps augmente, malheureusement. Parce que, ici, on a la première unité, on prend seulement 50 picosecondes. D'accord? Alors, lorsque l'opération 1 aura fini avec la première unité, on peut pas passer elle va pas passer directement à l'unité B. Pourquoi? Parce que ce temps-là sera perdu. Pourquoi? Parce que elle n'aura passé que lorsque tout ce temps-là sera terminé. D'accord? Donc on aura ici, le temps total pour l'unité c'est 150. On aura 100 picosecondes qui sont perdus. D'accord? Parce que qui règle le passage entre les unités, c'est l'horloge. Ici, même si l'unité A est libre, tant que l'horloge n'aura pas donné le signal pour passer à l'unité B, on ne peut pas passer à l'unité B et tout ce temps sera perdu. Ça, c'est malheureux. D'accord? Donc, le temps total sera, si vous voulez, donc le temps pour les unités sera le temps de la plus lente unité. Si on prend un exemple sur, par exemple, un groupe qui fait une course, il y a plusieurs éléments qui font la course, le temps de la vitesse de l'ensemble sera la vitesse du plus lent, malheureusement, parce que les autres doivent attendre toujours le plus lent. C'est ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc voilà ici, donc le temps total sera 150 picosecondes, malheureusement. Donc le temps total ici pour la finition de toutes les instructions sera 510 au lieu de 360, parce que ça fait 150, 50 et 100, ça fait 300 toujours. Les 60 des registres, ça fait 60 bien sûr. Mais il faut augmenter le temps de perte ici. Donc, c'est-à-dire ici, on aura, au lieu de tous les temps, ça va être 150 fois 3 fois, ça fait 450, plus 60 des registres, ça fait 510. Alors, le principe du pipeline, c'est que, donc, comme vous avez vu, on va diviser notre unité en plusieurs sous-unités. Chaque unité, elle est spécialisée dans une opération. Donc, nous avons vu dans le traitement des instructions, pour traiter une instruction, on fait la lecture, et après on fait le décodage de cette instruction, après on charge les opérandes de la mémoire pour faire le calcul, l'exécution, on fait les calculs, et l'enregistrement, on va enregistrer notre résultat dans la mémoire. Donc, on prend ici 5 unités, chaque unité travaille toute seule. Alors voilà ici, donc on donne donc l'exemple du temps pour voir le gain qu'on gagne ici. Donc on a 5 sous-unités, chaque unité prend un cycle de l'horloge, d'accord? Donc pour 5 instructions, donc une instruction elle prend combien de cycles? Elle prend 5 cycles. 5 instructions, ils vont prendre quoi? En séquentiel, elles vont prendre combien? 5 fois 5, ça fait 25 cycles. Alors qu'en pipeline, ça va prendre combien? Ça va prendre seulement, ici on a 5, plus combien de cycles qui s'ajoutent? 4, ça fait 9 cycles. Donc au lieu de 25 cycles, on a seulement 9 cycles, on a gagné beaucoup de temps. Il y a des problèmes toujours pour le pipeline, parce que comme toute chose, lorsqu'on essaie de faire une bonne chose, il y aura toujours de mauvaises choses qui s'accompagnent avec. Donc c'est ce qu'on appelle les aléas. Les aléas, c'est-à-dire le problème. Problème donc du pipeline, on a 3 types de problèmes. Les problèmes structurels. Problèmes structurels, ce sont des problèmes qui dépendent de la constitution, de l'architecture de notre microprocesseur.
Donc on va donner un exemple tout à l'heure. Alors, en général, c'est un problème qui va dépendre des ressources du microprocesseur. Quelles sont les ressources du microprocesseur? La ressource principale, c'est la mémoire. Donc on aura accès à la mémoire, et si plusieurs sous-unités veulent accéder en même temps à la mémoire, on aura ce problème-là. On va voir comment trouver des solutions pour ce problème. Le deuxième, c'est l'aléa de données. Alors les données, c'est-à-dire on aura le programme utilise une certaine donnée, mais cette donnée elle dépend d'une donnée précédente qui n'est pas encore calculée, qui n'est pas encore prête. Ce qu'on appelle donc l'aléa de données. L'aléa de contrôle, c'est pour les boucles. Alors le contrôle, ce sont les instructions de test, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une instruction de test, quels sont les problèmes qui vont être posés. Alors premier problème structurel, donc comme je vous ai dit, on va voir ça sur un schéma. On a 5 instructions de l'exemple qu'on a pris, d'accord? Alors l'accès à la mémoire, il se fait en deux modes. Ou bien un mode pour prendre une donnée de lecture, ou bien un mode d'écriture, d'accord? Ici, ou bien un mode, c'est-à-dire, ça dépend de la donnée qu'on va prendre aussi. On peut prendre une donnée une opérande de la mémoire, ou bien une instruction de la mémoire. Donc deux choses différentes. Donc regardons pour l'instruction 1. L'unité d'exécution ici, c'est l'unité d'exécution qui accède à la mémoire. L'unité d'exécution est l'unité de lecture. Et l'unité d'exécution va accéder à la mémoire. Pourquoi? Pour avoir les données pour cette instruction. Donc elle va prendre des données. L'instruction 4, elle va accéder, l'unité de lecture, elle va accéder à la mémoire pour lire l'instruction 4. Elle va chercher l'instruction 4. D'accord? Donc ces deux unités-là vont accéder à la mémoire en même temps, ce qui y aura un problème. D'accord? Donc, comme solution, pour faire une solution architecturelle, matérielle, structurelle, c'est-à-dire on va diviser notre mémoire en deux parties. Une partie pour les instructions et une partie pour les opérands. Et ces deux parties peuvent être accédées indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut accéder aux deux parties simultanément, en même temps. Donc si on fait ça, les deux ici, instruction 4 et instruction 1 et 4 peuvent accéder à la mémoire directement en même temps, il n'y a pas de problème. La deuxième solution pour le problème structurel, une solution parmi d'autres et qui n'est pas efficace, c'est-à-dire ici l'unité d'exécution LE, elle va attendre que l'unité d'exécution pour l'instruction 1 prenne ses données, après elle va passer. Là, on va perdre un cycle, donc on va perdre du temps, ce n'est pas efficace cette solution, donc on la laisse. Donc, deux solutions ici, la meilleure ici, c'est de procéder architecturellement, diviser la mémoire en deux parties, partie donnée et partie instruction. Maintenant, pour la léa des données. Alors, on va prendre un exemple ici, on a une instruction, la première, R1 est égal à 10 plus R2, R3 égale R1 fois 20. Donc, je rappelle que R1, R2, R3, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des registres. Et R1 est égal à 10 plus R2, ça veut dire que le contenu de R1 est égal à 10 plus le contenu de R2. D'accord? Donc, ici, pour R3 besoin de R1, R1 n'est pas encore calculé. Donc, cette instruction doit attendre la finition de toute cette instruction. Et si elle attend, on va perdre seulement du temps et donc ce n'est pas efficace. Donc, la solution d'attente, ce n'est pas efficace. La deuxième solution qu'on peut faire, voilà, donc je l'explique ici d'abord sur ce schéma-là. Pour la première instruction, R1 égale 10 plus R2, donc à l'exécution, à la fin de l'exécution, on aura le résultat dans le registre R1 qui sera enregistré dans un banc de registre du microprocesseur. Et après, bien sûr, l'unité d'enregistrement va l'écrire, le enregistrer dans la mémoire. Donc ici, pour l'instruction R2 est égale à R3 est égal à R1 fois 20, l'unité de chargement, elle va chercher quoi? Elle va chercher bien sûr R1. D'accord? Ici, R1 n'est pas encore dans la mémoire, parce qu'une unité de chargement va chercher dans la mémoire. Il n'est pas encore dans la mémoire. Donc, elle ne peut pas. Donc, la première, c'est la solution. On va attendre
qui soit écrit dans la mémoire, on va perdre un cycle. Et 2 cycles, on va perdre, on va voir. Sinon, on ne va pas attendre et on va voir d'autres solutions. Alors, voilà. Donc, arrêter l'exécution, ce n'est pas une solution. Changer, on va voir, c'est le réordonnancement, on va voir. Changer l'ordre des instructions, on va le voir après. Ou bien court-circuiter le pipeline. Comment on peut court-circuiter le pipeline? Donc voilà, ça c'est la solution d'attente. On perd 2 cycles. Court-circuiter le pipeline. C'est-à-dire ici, au lieu que l'unité de chargement attende que le résultat de R1 soit dans la mémoire, elle va le prendre directement dans le banc de registre. Donc on aura seulement perdu un seul cycle. Voilà. Ici, donc, après l'exécution, ça c'est le schéma explicatif donc, de l'architecture. Ici, lorsque R1 il est dans le registre de sortie, il sera enregistré dans un banc de registres, dans un ensemble de registres du microprocesseur. D'accord? Et après l'unité d'enregistrement va l'enregistrer dans la mémoire. Il va aller enregistrer ici dans la mémoire. D'accord? Ici, donc, la deuxième instruction, elle ne va pas attendre que le résultat de R1 soit dans la mémoire, elle va le chercher directement ici, dans le banc de registre. Et donc, on aura perdu seulement un cycle et pas 2 cycles. Ça, c'est lorsqu'on court-circuite le pipeline. La solution donc ici de réordonnancement, c'est la plus importante, c'est la meilleure, on va voir, c'est de changer l'ordre des instructions. Donc on a toujours 2 instructions où il y a un problème, et il y a d'autres instructions du programme. Là, on peut mettre ces 2 instructions-là entre les deux, entre la première et la deuxième instruction. Comme ça, lorsqu'on aura exécuté la 3e instruction, regardez là, on a changé l'ordonnancement. Lorsqu'on va calculer R3, R1 sera déjà dans la mémoire. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune perte de cycle donc pour le pipeline. Maintenant, pour les aléas de contrôle, c'est-à-dire les tests. Alors, vous savez très bien que dans un programme, il y a des boucles. En général, il y a beaucoup de boucles. Donc, ici, je donne un exemple. If R1 supérieur à 30, then faire R3 égale 10 plus R1. Else, sinon, R3 égale 20 plus R1. D'accord? Alors, au lieu d'attendre le résultat de ce test-là, on va voir comment faire. Donc, la première solution, tant que si on attend, on aura perdu combien de cycles? 4 cycles. Ici, donc c'est l'instruction de test. D'accord? Donc, la deuxième instruction, elle va attendre tout le traitement de l'instruction pour qu'elle soit entamée. Ça, c'est pas efficace, on perd beaucoup de temps. La deuxième solution, une autre solution, c'est la prédiction. Et la solution que vous pouvez me dire aussi, c'est de réordonnancement. Mais en général, le réordonnancement dans les boucles n'est pas efficace. Et n'est pas possible plutôt. Elle n'est pas efficace, mais n'est pas possible. Donc la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle la prédiction. Qu'est-ce que c'est la prédiction? Prédire quelque chose, c'est prévoir avant de savoir. Alors voilà. On a R0 est égal à R2 moins 3. If R1 est égal à 0, jump suite. On va à l'adresse ici suite, on saute. Sinon, on exécute la suite des autres instructions. Alors, dans une boucle, en général, la condition de test, elle est la plupart du temps réalisée. Et à un certain moment, il n'est plus réalisé, on sort de la boucle. C'est-à-dire, ici, la plupart du temps, ici, on ne va pas sauter, parce que, comme vous imaginez là, R1 est supérieur à 0, elle va se décrémenter jusqu'à être égale à 0. Alors, la plupart du temps, R1 il est différent de 0, donc la plupart du temps, on exécute l'instruction 3 et on passe à 4, etc. On va à l'adresse 3. Donc ici, l'adresse 3, c'est la plupart du temps, elle est prise. Et rarement l'adresse 5. C'est rare. Donc, prévoir, c'est quoi? On va exécuter lorsqu'il y a l'instruction de test, on n'attend pas qu'elle soit totalement finie, on passe à l'adresse 3 et on exécute. Bien sûr, à un certain moment, on va avoir R3 égale 0.
Là, on aura un problème, bien sûr, donc on va perdre du temps, mais dans le temps total du traitement de la boucle, on aura gagné du temps. Voilà. Donc, merci pour cette séance-là.